là où les entreprises fonctionnent bien, où l'économie fonctionne bien, c'est là où les citoyens sont bien traités. Donc, moi j'ai dit, si on veut chez nous des employés productifs, compétitifs, vous savez, l'employé d'une entreprise, c'est un citoyen. Pour moi, ça fait longtemps que c'était une question de date, c'est tout. C'était clair que le peuple algérien allait descendre dans la rue un jour ou l'autre. Il fallait juste l'étincelle. L'étincelle, ça a été le 5e mandat. Mais derrière cette étincelle, il y a toute une série de causes structurelles. Et ces causes structurelles, donc, depuis le mode de gouvernance jusqu'au logement, en passant par le transport, l'éducation, les inégalités, les élites qui sont loin d'être des exemples, ce qu'on appelle l'élite, entre guillemets, que ce soit économique ou politique, tout ce que vous voudrez. Donc tout ça est une marmite qui bout depuis longtemps. Pour moi, la base des bases de la capacité ou la richesse ou le bien-être d'une nation, c'est le cerveau de ses citoyens. Il n'y a rien d'autre. Regardez le Japon, il y a 130 millions de Japonais, et au Japon, il n'y a rien. Rien. Aucune ressource. Ni pétrole, ni gaz, ni bois, ni or, ni l'eau. Il y a 130 millions de cerveaux japonais. Mais chaque cerveau japonais, il vaut la moitié de New York. Un cerveau. La moitié de New York. Bon. Et je parle très sérieusement. L'éducation nationale, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, vous forme pour être un citoyen. Citoyen. Dans le contexte actuel mondial, on est en décroissance. L'économie réelle mondiale est en décroissance. Donc il faut commencer à penser en termes de décroissance. Alors, penser en termes de décroissance, ça veut dire penser en termes de satisfaction d'abord de ce qu'on appelle les besoins essentiels, indispensables, essentiels et éventuellement secondaires de tout le peuple. Comment utiliser cette rente hydrocarbure déjà dans l'immédiat pour commencer à satisfaire les besoins indispensables de tous. C'est ça qui va construire l'Algérie. C'est pas un pays ne se construit pas à partir du haut de l'escalier. C'est à partir du bas de l'escalier qu'un pays se construit. Une étude pour le gouvernement du Québec sur le système de santé parce que c'est en train de décliner en mort. Et j'ai fait une étude comparative. Je me suis rendu compte que le pays qui donne le plus de PIB par habitant à la santé, c'est le pire classé par les citoyens, les États-Unis. Suivi du Canada, de l'Angleterre. Je ne pourrais plus vous dire, il faut mettre des moyens dans la santé, elle va marcher mieux. Ça ne marche pas. Alors j'ai été chercher dans d'autres dimensions, l'éducation, le logement, taux de pauvreté des familles, taux de mortalité infantile, taux de longévité en bonne santé, etc. Mode de transport. Et je me suis rendu compte que tout simplement, les pays où les gens étaient plus éduqués, mieux transportés, mieux logés, cultivés, instruits, etc., eh bien, ils allaient moins s'engouffrer dans les hôpitaux, ils étaient moins malades, ils étaient moins stressés, ils étaient moins, etc., moins angoissés, moins ceci, moins cela, et le système de santé marche bien. Alors, donc voilà, l'éducation peut permettre au système de santé de mieux fonctionner
en apprenant aux citoyens à différencier entre une maladie grave et un bobo. Voilà, donc déjà là, ça vous enlève la moitié des gens qui vont dans les hôpitaux, qui engorgent les cliniques et les hôpitaux et les machins. Donc c'est un tout. Alors il faut faire ce transversal après. Il faudra trouver le moyen que l'éducation alimente la santé le machin alimente le transport, et puis c'est un tout. C'est pour ça que gouverner en saucissant comme ça, voilà le budget d'éducation sociale, voilà le budget de transport, voilà le budget de l'éducation, voilà le budget de la santé, voilà le budget de la vie, puis chacun qui tire de son côté, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Comme les systèmes de mode de scrutin, allemands, scandinaves, tout ça, sont tous proportionnels, donc vous avez tout le temps, au niveau du Parlement et du gouvernement, des représentants de toute la société. Donc les chômeurs, les laissés pour compte, les malades, les pauvres, les vieux, les jeunes, les étudiants, les syndicats, et tout ça. Et les lois sont des lois qui reflètent toute cette problématique, d'ensemble. On n'a jamais eu autant de diplômés en gestion, on n'a jamais eu autant de diplômés en économie, et jamais cette planète n'a été aussi mal gérée, dans tous les sens du terme. Alors, gérer, c'est dans tous les sens du terme, ça veut dire, si on limite le mot gérer, bien gérer, à enrichir le patron, on est dans la catastrophe à l'avance. Et ça, malheureusement, c'est la position américaine, la position néolibérale dominante. L'institution entreprise n'existe que pour enrichir celui qui la possède, c'est tout. Il pollue, il licencie, il fait du chômage, il fait de la pauvreté, il massacre la nature, et etc. Pas de problème, enrichis-toi. Et la théorie qui va avec, c'est plus les riches sont riches, plus leur enrichissement va créer automatiquement de l'emploi, du ceci, du cela, bon, on voit bien où ça conduit. Une des choses sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment, c'est quel statut donner, un, à l'entreprise, et deux, quel statut donner au profit. Est-ce que le profit est destiné uniquement à rentrer dans la poche du propriétaire? Pourquoi? Ça vient d'où, ça? C'est quelle science qui nous a enseigné ça? Pourquoi le profit est destiné juste à être privatisé? Pourquoi? Et les coûts sont généralement socialisés. Alors c'est la société qui paye les coûts pour tout, et les profits qu'on réalise à partir de ces coûts, ils sont automatiquement privatisés. L'entreprise peut avoir un autre statut, une autre dimension. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché social. L'Allemagne se définit comme économie de marché social, ou social de marché, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le marché, oui, alors il y a le profit, il y a ceci, il y a les finances, il y a les banques et tout ça, mais il y a la société. Toute entreprise qui fait des profits en faisant des dégâts dans la société ou dans la nature, ce n'est pas permis. Donc ils ont des moyens pour ça. Ils ont développé des moyens qu'on appelle la cogestion, qu'on appelle la co-administration, qu'on appelle la codécision, qu'on appelle, etc. Négociation sectorielle, négociation nationale, ils ont toute une série de moyens qui fait que l'entreprise en Allemagne, c'est pas juste une machine à enrichir le patron. Est-ce qu'il faut continuer à penser le développement de la même façon? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui introduire dans l'idéologie du développement des dimensions de complexité qui font que, on ne peut plus faire de la gouvernance comme on faisait avant. On ne peut plus faire des diagnostics en termes de coût-bénéfice, ou c'est trop réducteur. Il y a infiniment d'autres dimensions importantes qui jouent dans le fait qu'on vive bien ou non. Alors ça, c'est une autre définition de la bonne gestion. C'est la définition aristotélicienne, c'est la définition traditionnelle, disons, de la philosophie. C'est le bien vivre ensemble. L'économie, c'est le bien vivre ensemble. Donc la bonne gestion, ce serait une gestion qui fait en sorte que les êtres humains vivent bien ensemble. Et pour bien vivre ensemble, ajouter Aristote, plus tard Marx, plus tard l'autre, c'est aussi en harmonie avec la nature.
Alors moi, quand on me dit loi des finances d'Algérie, elle est terrible, elle fait fuir les investisseurs, loi des finances plus sévère que celle d'Argentine, c'est pas possible. Depuis, ils ont compris qu'en 2002, la loi de finances argentine pose des conditions draconiennes à l'investissement étranger. C'est comme la Chine. J'ai eu à participer à des négociations entre opérateurs canadiens et chinois. Et j'ai vu comment négocier les Chinois. Pour l'Argentine, je n'ai fait qu'y passer séminaire et puis voyager, comprendre tout ça. Mais par exemple, les Chinois, les Argentins font la même chose maintenant. Vous savez, tu veux investir chez nous? Dans quoi tu veux investir? Casino. Pas besoin de casino. Dans quoi tu veux investir? Palace, pas besoin de palace. On a besoin d'une usine de lait. On n'a pas de lait. Alors tu peux investir dans le lait. Investis dans le lait. Sinon, on va ailleurs. Et le lait, une fois que tu le fais, alors ça c'est la loi de finances argentine. Pendant 1 an, aucun investisseur étranger ne sort 1 centime du pays. Pas 1 centime. Et au bout d'1 an, si un opérateur étranger, un investisseur étranger veut sortir $1 d'Argentine, il faut qu'il prouve aux différentes instances concernées, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail, le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, etc., que le dollar qui sort d'Argentine n'a pas provoqué de pollution, n'a pas fait de chômeurs, n'a pas fait de pauvreté, n'a pas fait de laisser pour compte. Si ton dollar est propre, il est clean, tu le sors. Il n'est pas propre, tu paies ce que tu as payé. Et les gens investissent en Argentine. Alors la Chine, c'est pire. La Chine pose des conditions drastiques. J'ai cité par un exemple, le transport électrique. Parce qu'au Canada, on a des très grandes distances. L'hiver est terrible. Transporter l'électricité dans des très grandes distances dans ces conditions, c'est une prouesse technologique inouïe. Donc au Canada, le Canada a développé des technologies de transport de 750 kVA, 800 kVA, c'est jamais vu, sur des distances inouïes. Alors la Chine, c'est la même chose, ils ont le même problème. Donc la technologie canadienne les intéresse. Pourquoi réinventer la roue puisqu'elle existe? Mais transporter l'électricité sur des très grandes distances, dans des conditions météorologiques extrêmes, bon, il y a un pays qui l'a fait, on va lui demander. Alors, il demande à Hydro-Québec, Hydro-Ontario, Hydro-Machin, etc., Hydro-Canada. Voilà, bon, on veut transfert de technologie, on est prêt à payer, mais voilà nos conditions. Première turbine, 100% canadienne. Deuxième turbine, 50% chinoise. Troisième turbine, 100% chinoise. Vous êtes d'accord? Pas d'accord. Allez-vous-en, on continue à s'éclairer à la bougie jusqu'à ce qu'on découvre nous-mêmes la technologie. Yeah, boy, yeah.